Je lisais récemment un article concernant les événements qui se vivent actuellement en Algérie et qui se penchait sur un problème de terminologie pour savoir comment on pouvait appeler ces événements. Plusieurs universitaires analysaient les mots révolte, révolution, émeute, mouvement ou Irak en arabe. Et il est vrai que au stade où sont ces événements, il est encore sans doute difficile d'y voir un terme définitif. Je me suis moi-même à ce moment-là penché sur cette question et ma première observation, mais que je ne suis pas seul à faire évidemment, et qui a frappé tous les observateurs, c'est la force indiscutable de ce mouvement et la vue des manifestations de chaque semaine avec ces foules immenses démontre d'abord que c'est vraiment tout un peuple qui se lève partout dans le pays, dans toutes les villes, dans tous les endroits de l'Algérie, sans distinction, on le voit dans les manifestations, de catégories sociales, de zones géographiques, d'opinions politiques. La seconde observation que chacun a pu faire et qui a d'ailleurs fait l'admiration du monde entier pour ce mouvement, c'est l'extraordinaire sang-froid de ces foules, pourtant immenses, leur calme, leur volonté absolue, répétée, déterminée, d'être pacifique et sans violence, de ne pas appeler la violence, de l'éviter et de faire en sorte que les manifestations soient toujours pacifiques. Et c'est à mettre en évidence car, évidemment, très souvent, une révolution, une révolte et encore plus une émeute ont un caractère violent, ce qui n'est pas le cas ici. Un autre caractère, et non des moindres, est que le peuple a manifesté tout au long de ces journées un humour absolument constant dans ses slogans, dans la façon d'exprimer son action, et on a vu que ces foules, ces Algériens ont pris plaisir à se retrouver, à retrouver la possession de la rue, à discuter, à se rire, à s'amuser, à réfléchir ensemble. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel, sur lequel on ne reviendra pas, à mon avis. Et c'est heureux, car pour ceux qui ont connu l'Algérie, et j'ai moi-même visité ce pays, revisité ce pays il y a 3 ans, j'avais été frappé par sa tristesse, le manque d'énergie de sa jeunesse, le calme, et j'allais dire la morosité des rues, des places, l'absence de vie joyeuse, et cela m'avait particulièrement étonné, car l'Algérie est avant tout un pays méditerranéen, comme Albert Camus l'a bien montré, et que l'amour de la vie, la joie de vivre, fait partie de ces pays méditerranéens. Or, cela avait disparu de l'Algérie. Donc, voilà les caractéristiques de ce mouvement. Et quand on a dit cela, qui est une description de ce qui s'est passé, on peut être tenté d'utiliser pour le moment le mot de révolte. C'est un mot
sur lequel, vous le savez, a beaucoup travaillé Albert Camus, et qui a publié son livre L'homme révolté, et il donne une analyse de ce qu'est la révolte, que je voudrais vous lire maintenant, car elle me semble s'adapter parfaitement à ce qui se passe aujourd'hui en Algérie. C'est ainsi qu'Albert Camus écrivait « Qu'est-ce qu'un homme révolté ?» Un homme qui dit non. Mais s'il refuse, il ne renonce pas. C'est aussi un homme qui dit oui, dès son premier mouvement. Un esclave qui a reçu des ordres toute sa vie juge soudain inacceptable un nouveau commandement. Quel est le contenu de ce non? Il signifie par exemple « les choses ont trop duré ». Jusque-là, oui, au-delà, non. Vous allez trop loin. Et encore, il y a une limite que vous ne dépasserez pas. En somme, ce non affirme l'existence d'une frontière. On retrouve la même idée de limite dans ce sentiment du révolté que l'autre exagère, qu'il étend son droit au-delà d'une frontière à partir de laquelle un autre droit lui fait face et le limite. Ainsi, le mouvement de révolte s'appuie en même temps sur le refus catégorique d'une intrusion jugée intolérable et sur la certitude confuse d'un bon droit. Plus exactement, l'impression chez le révolté qu'il est en droit de. La révolte ne va pas sans le sentiment d'avoir soi-même en quelque façon et quelque part raison. C'est en cela que l'esclave révolté dit à la fois oui et non. Il affirme en même temps que la frontière, tout ce qu'il soupçonne et veut préserver en deçà de la frontière. Il démontre avec entêtement qu'il y a en lui quelque chose qui vaut la peine d'eux, qui demande qu'on y prenne garde. En même temps que la répulsion à l'égard de l'intrus, il y a dans toute révolte une adhésion à part entière et instantanée de l'homme à une certaine part de lui-même. Il fait donc intervenir implicitement un jugement de valeur, et si peu gratuit qu'il le maintient au milieu des périls. Le révolté, au sens métaphysique, étymologique, fait volte-face. Il marchait sous le fouet du maître, le voilà qui fait face. Il oppose ce qui est préférable à ce qui ne l'est pas. Toute valeur n'entraîne pas la révolte, mais tout mouvement de révolte invoque tacitement une valeur. Voilà donc cette analyse théorique par Albert Camus de la révolte. Eh bien, il me semble que les Algériens sont bien ceux qui disent non. C'est exagéré, ça a trop duré, c'est maintenant excessif, c'est devenu intolérable. Ils disent non. Ils soulignent que ça a trop duré et qu'ils ne peuvent plus accepter à partir de ce moment le comportement du pouvoir à leur égard. C'est donc bien une révolte. Mais, comme le souligne aussi Camus, dans la révolte, il y a non seulement un refus, et ici le refus est évident, mais il y a aussi la volonté d'autre chose, la revendication d'un autre monde de fonctionnement du pouvoir et de la société, en somme, d'autres valeurs à promouvoir et à mettre en œuvre. Les Algériens, ce que l'on a appelé le peuple, sait-il vers quelle valeur il veut aller, vers quel destin, vers quel type de civilisation? Hélas, rien n'est moins sûr. Et c'est assez naturel, car ce que l'on appelle d'une formule
facile, aisé, le peuple, en dehors de son patriotisme, de son amour pour un pays, est quelque chose de très divers. Et dès lors, il y a dans ce peuple une multitude d'intérêts, d'objectifs, de comportements contradictoires. On peut citer en Algérie, mais c'est vrai ailleurs, les différences régionales qui demeurent importantes, les différences de niveau social et d'éducation, qui elles aussi, quand on regarde toutes les sociétés, sont très importantes. Les différences religieuses aussi, car, et je le souligne ici, même dans un pays musulman, dans sa majorité, ce qui est le cas de l'Algérie, les différences sont absolument évidentes entre les très pieux, ceux qui croient et ne pratiquent pas beaucoup, entre les soufis, ouverts, tolérants, et les salafistes, purs et durs, et quelquefois violents et adeptes de la violence. Tous ces gens qui constituent évidemment le peuple ne veulent pas la même chose. Leurs objectifs sont différents et très contraires les uns avec les autres. Alors on doit se demander, quand on est face à ces divisions, à ces oppositions, à ces groupes du peuple qui diffèrent, qui ont des vues différentes, quel est le système politique qui peut cependant unir un peuple, et cela malgré ces différences. Eh bien, je crois que l'expérience, partout dans le monde, a montré qu'il y a deux règles, deux principes qui sont, à mon sens, on pourra le discuter, mais je crois ne pas me tromper, les seuls qui puissent assurer un vivre ensemble paisible dans un pays malgré ses différences. Ces deux règles sont connues. C'est la règle démocratique de la majorité et c'est aussi une règle moins connue, un peu inquiétante pour certains, qui est la laïcité. La règle majoritaire permet de trancher entre les différentes conceptions et objectifs des différents groupes qui composent un peuple. Une fois la question ou les questions tranchées par un vote majoritaire, l'ensemble de la population dans une démocratie accepte d'appliquer la règle, même si elle ne l'approuve pas entièrement. Dans une dictature, au contraire, le pouvoir, et il l'a toujours fait, essaiera de monter des groupes les uns contre les autres, jouera une partie de la population contre une autre, fera en sorte d'opposer les uns aux autres et de mettre le pouvoir entre les mains, c'est l'exemple algérien, d'un clan. Donc la démocratie ne permet pas, à la longue, le vivre ensemble. Elle impose une règle, elle impose un mode de comportement, une vision des choses, mais qui n'est pas partagée et qui, à la longue, créera des tensions et une révolte. Mais il faut ajouter que la règle majoritaire n'est pas la seule règle de la démocratie. La vraie démocratie, ce n'est pas seulement la règle majoritaire, c'est aussi et même essentiellement la manière dont le pouvoir respecte les minorités, qui doivent être libres de s'exprimer,
libre de manifester, libre de militer pour un autre projet, dans la sérénité, sans violence, bien entendu, et avec pour chacune de ces minorités, dans la ligne de mire, une alternance possible du pouvoir. Une démocratie qui ne permet pas l'alternance, qui se veut hégémonique, n'est pas une véritable démocratie, et elle n'est qu'une forme déguisée de dictature. Ceci dit, et comme le diable, comme on le dit, se niche dans les détails, tous les mécanismes juridiques que connaît la démocratie ne se valent pas. Et l'exemple tunisien est à cet égard extrêmement significatif. Les Tunisiens, comme les Algériens, se sont levés contre un régime de dictature et ses pratiques. Ils ont alors voulu, et c'est un souci qu'on peut comprendre, louable, prendre toutes les dispositions juridiques pour qu'aucune dictature ne puisse plus revenir, et c'est dans ces conditions qu'ils ont choisi une constitution et un régime électoral qui est basé sur la proportionnelle intégrale. Le résultat a été et est désastreux. Je rappellerai qu'il y a en Tunisie plus de 210 partis politiques. Et rien qu'à dire ce chiffre, on mesure, j'imagine, même sans être un grand politologue, le ridicule de la situation. Car il n'y a pas 210 idéologies politiques. Il n'y a pas 210 nuances de la pensée politique. Et par conséquent, ces partis ne représentent rien. Ils représentent des machines à essayer d'obtenir des avantages, des postes. Ils n'ont aucune consistance politique sérieuse. De même, ce régime électoral n'a pas permis en Tunisie de faire apparaître une majorité stable, sérieuse, capable de mettre en avant un réel projet, de prendre des décisions quelquefois difficiles. Elle est tiraillée entre cette multitude de partis, elle est contrainte parfois à des alliances absolument contre nature. Et en Tunisie, par exemple, on a vu des gens qui se disent progressistes. On peut vraiment en douter. S'allier avec les islamistes les plus rétrogrades pour parvenir à garder le pouvoir. Et ce mécanisme a organisé l'impuissance du pouvoir, ce qui fait que la Tunisie, j'en suis témoin, je le constate, et tous les Tunisiens le constatent, régresse de jour en jour, et qu'elle est sur une pente absolument désastreuse. Alors je dis aux Algériens qui veulent la démocratie, et ils ont raison de la vouloir, qu'ils doivent étudier l'expérience démocratique tunisienne et tirer des leçons de cette expérience, ne pas commettre de nouveau les mêmes erreurs. Et cette confusion, selon laquelle la démocratie serait un pouvoir faible, non. La démocratie peut être un pouvoir fort, et elle a un délai avec sa puissance pour régler les problèmes, et si elle n'y arrive pas, si la majorité n'y arrive pas, eh bien l'alternance doit jouer, et un autre parti, une autre idéologie doit prendre la place. Mais pendant la durée du mandat, la démocratie peut et doit être forte, sous peine de ruiner les pays, notamment ces pays qui ont besoin, au stade où ils en sont, d'un réel progrès dans tous les domaines, l'éducation, la sécurité, la santé, tous les domaines. Et cela, il faut un pouvoir
fort qui puisse le diriger, le mettre en œuvre et en suivre l'exécution. La deuxième règle que je vous ai évoquée est la laïcité, car c'est la seule qui permette, à mon point de vue, d'organiser un vivre ensemble apaisé, porteur d'ouverture et de progrès. Je sais que c'est un mot qui, dans les pays musulmans, est un mot qui n'a pas d'équivalent, qu'il est difficile de traduire, et qui fait peur parce que, précisément, une partie des régimes islamiques, notamment, traduisent laïcité égale athéisme. Or, rien n'est plus faux que cette analyse sommaire, orientée et fausse. La laïcité, c'est simplement l'idée que toutes les convictions sont respectables, qu'elles doivent être tolérées, qu'elles doivent être admises, et qu'elles doivent cohabiter ensemble librement, et qu'aucune ne doit avoir une priorité. Et ça concerne notamment, évidemment, l'aspect religieux. Alors on va me dire, l'Algérie est indiscutablement un pays musulman. C'est tout à fait vrai. De cela, personne ne doute. Personne ne met en cause cette analyse. Mais il faut dire quand même qu'il y a aussi en Algérie quelques religions minoritaires, et même très minoritaires. Mais elles existent. Et surtout, je dirais que même chez les musulmans, et à mon avis, personne de sérieux ne peut le contester sérieusement, une variété importante de pratiques, d'idées, d'idéologies, de foi existe chez les musulmans. Et il n'y a, à mon avis, rien de commun, absolument rien de commun, entre, par exemple, des soufis ouverts, tolérants, adeptes du progrès, tels que l'était, par exemple, et c'est un exemple qui doit être médité, étudié, l'émir Abdelkader, ce fondateur de l'État algérien. Eh bien, il n'y a rien de commun entre ces soufistes et des salafistes, intolérants, dominateurs, qui veulent imposer une façon de croire, de se comporter, de se vêtir. D'ailleurs, une façon de croire, de se comporter et se vêtir venue d'ailleurs, qui n'est pas la foi habituelle et ancienne des Algériens. Or, qui peut faire vivre ensemble un ensemble aussi divers? Eh bien, la laïcité. C'est aussi donc à cela que devront réfléchir les Algériens et qu'ils devront trancher. Je conclurai cette analyse en disant qu'un pays, pour progresser, pour aller de l'avant et pour vivre le plus heureux possible de manière apaisée, se doit de trancher entre ces grandes options. Je sais que les hommes politiques ne veulent quelquefois pas trancher pour ne pas perdre de voix, pour essayer de plaire à tout le monde. Et c'est ainsi qu'un progressiste se croira obligé de citer des sourates, de commencer ses discours par des citations du Coran, par des genuflexions vis-à-vis de l'islam politique. Eh bien, ils ne rendent pas service à leur pays, car il n'y a rien de pire, pour les individus, comme pour les pays, que les non-dits, qui pourrissent la vie de la société, et qui, tôt ou tard, créent des conflits et des difficultés et des crises. Alors, après la révolte magnifique et bienvenue des Algériens, il faut vraiment maintenant, et c'est impératif, que les Algériens prennent conscience des enjeux
posent les problèmes, y réfléchissent, étudient et les tranchent tranquillement, démocratiquement, en s'organisant et en faisant apparaître, c'est ce qui sera peut-être le plus difficile, des leaders. Car malheureusement, et je le dis ici avec à la fois gravité et inquiétude, les leaders sont absolument nécessaires pour qu'un peuple, dans sa diversité, dans ses mélanges, puisse parvenir à ses choix fondamentaux et puisse les trancher. Cela ne se fera pas spontanément. Et quand j'entends sur les réseaux, dans les manifestations, dire le peuple veut, c'est une formule vide de sens, car je le répète, le peuple est divers et il ne veut pas la même chose dans telle ou telle catégorie de sa composition. Alors, vivement qu'un ou des leaders apparaissent, que des réflexions se mènent et que l'Algérie, qui a tout pour être un très grand pays de progrès, un très grand pays magnifique, plein de richesses, poursuive sa voie vers une très belle aventure. C'est en tout cas ce que je lui souhaite vraiment du fond du cœur.